Imagine qu'on te donne exactement 1 minute à vivre. Pas 1 heure pour dire au revoir aux gens que tu aimes. Pas un jour pour mettre de l'ordre dans ta vie, pour régler ce qui traîne depuis des années. 60 secondes, montre en main. Et ensuite, plus rien du tout. Un homme a vécu cette minute-là, au sens le plus littéral et le plus terrifiant du terme. Pas dans un roman qu'il aurait imaginé pour effrayer ses futurs lecteurs. Dans la réalité la plus froide, sur une place gelée de Saint-Pétersbourg, en plein cœur de l'hiver russe. Autour de lui, des centaines de badauds retiennent leur souffle, emmitouflés dans le froid glacial de décembre. Nous sommes le 22 décembre 1849, place Semionovski. Le froid mord la peau à travers les manteaux les plus épais. On lui bande les yeux devant la foule rassemblée, venue assister au spectacle. Face à lui, un peloton de 8 fusils se lève, lentement, dans un silence presque insupportable. Il a 28 ans. Il s'appelle Fyodor Dostoïevski, et son nom ne dit encore rien à personne au-delà de quelques cercles littéraires de la capitale. Dans quelques secondes à peine, l'ordre doit tomber. Personne, dans cette foule, n'imagine encore ce que ce nom représentera un jour pour la littérature mondiale. Mais son histoire ne s'arrête pas là, sur ce sol gelé de Saint-Pétersbourg. Elle commence en réalité quelques mois plus tôt, très loin de ce froid et de cette foule, dans un salon feutré, autour d'idées qu'on n'ose chuchoter qu'à voix basse, entre gens de confiance. Remontons quelques mois en arrière, bien avant la place Semionovski. Dostoïevski n'est encore qu'un jeune écrivain de 24 ans, totalement inconnu du grand public. Il publie son tout premier roman, Les pauvres gens, sans grande attente ni ambition démesurée. Rien, à cet instant précis, ne laisse deviner le destin tragique qui l'attend quelques années plus tard. Le succès, lui, est immédiat et presque brutal. Saint-Pétersbourg le célèbre du jour au lendemain, comme le nouveau grand espoir des lettres russes, l'héritier annoncé de Gogol lui-même. À 24 ans à peine, ce jeune homme touche déjà quelque chose qui ressemble à la gloire littéraire. Porté par cette reconnaissance encore fraîche, il rejoint un cercle de jeunes penseurs que l'on connaît aujourd'hui, sous le nom de cercle Petrachevski. On y lit des textes interdits par la censure impériale. On y discute, à voix basse, de réformes sociales, de justice, d'un monde différent. Le régime du tsar Nicolas Ier, lui, ne tolère aucune forme de dissidence, même simplement murmurée entre amis dans un salon feutré. Une nuit d'avril 1849, sans le moindre avertissement, la police secrète défonce la porte de son appartement, pendant qu'il dort. En quelques minutes à peine, sa vie tout entière bascule, sans qu'il comprenne encore pourquoi. Il est jeté dans la forteresse Pierre et Paul en isolement quasi total, coupé de tout contact avec l'extérieur, avec sa famille, avec ses amis. Pendant 8 longs mois, il attend dans ce silence de pierre, sans connaître ni la date de son procès, ni le verdict qui l'attend. Ce peloton d'exécution que tu as vu au tout début de cette vidéo, ce n'était pas une erreur retardée à la dernière seconde, c'était une mise en scène orchestrée froidement, depuis le tout début, par le tsar lui-même, une exécution entièrement simulée, jouée jusqu'à l'instant ultime. Un simulacre cruel, pensé dans les moindres détails, pour marquer les esprits autant que les corps. C'est seulement à cet instant précis que tombe la vraie sentence, celle qu'on lui avait soigneusement cachée jusque-là. 4 années de travaux forcés au bagne d'Omsk, tout au fond de la Sibérie, loin de Saint-Pétersbourg et de tout ce qu'il a jamais connu. Des fers aux pieds, jour et nuit, sans le moindre répit, même pour dormir. Un baraquement glacial, partagé avec des centaines d'autres forçats, dans une promiscuité permanente et un froid sibérien que peu d'hommes traversent sans en ressortir profondément brisés. Ce bagne n'est pas seulement une punition physique, c'est une expérience qui le plonge, pour la première fois, au contact direct de paysans, de criminels, d'hommes qu'il n'aurait jamais croisés dans les salons littéraires de Saint-Pétersbourg. Un seul livre lui est autorisé pendant toute cette peine, les évangiles. Il le lit, il le relit, encore et encore, nuit après nuit, dans le froid, à la lueur tremblante d'une bougie qu'on lui accorde à peine. 4 années entières sans écrire le moindre mot, sans publier la moindre ligne. Et pourtant, dans le silence total de sa tête, quelque chose se construit lentement, une idée simple et vertigineuse. Le temps qui reste compte plus que celui qu'on croit avoir devant soi. Libéré en 1854, Dostoïevski revient enfin à l'écriture, porté par une conviction gravée en lui depuis la place Semionovski. Chaque minute, même la plus banale, même la plus grise, vaut en réalité une vie entière, à condition de la voir vraiment. Cette idée irrigue déjà toute son œuvre à venir, en filigrane, presque en secret. Elle habite d'abord les nuits blanches, l'histoire d'un narrateur profondément solitaire, qui erre des nuits entières dans une ville qui, elle, semble ne jamais vraiment dormir.
comme si déjà, chaque nuit blanche valait la peine d'être vécue pleinement, sans en perdre une miette. Puis elle atteint son sommet des années plus tard, dans L'Idiot, avec le prince Michkin, un homme d'une bonté presque insupportable pour son entourage, façonné tout entier par la conscience aiguë et permanente de sa propre mort possible. Michkin, comme Dostoïevski avant lui sur cette place gelée, a connu l'imminence de sa propre fin. Il en ressort habité par une lucidité étrange, presque dérangeante pour les autres, que les personnages qui l'entourent ne parviennent jamais tout à fait à comprendre. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle et demi plus tard, une nouvelle génération de lecteurs redécouvre ce roman d'une solitude étrangement contemporaine, et s'y reconnaît, dans un monde saturé de bruit, de notifications, d'urgences qui, au fond, n'en sont pas vraiment. Toi, tu ne vivras sans doute jamais ce que Dostoïevski a vécu ce jour-là, sur cette place gelée de Saint-Pétersbourg. Aucun peloton pointé sur toi, aucune grâce de dernière minute apportée au galop par un cavalier essoufflé. Et pourtant, sa question, elle, te concerne directement, aujourd'hui, dans ta vie bien réelle. Mais tu peux emprunter sa leçon sans en payer le prix effroyable. Les stoïciens l'appelaient déjà « memento mori », se souvenir chaque jour qu'on va mourir un jour, pour mieux choisir, dès maintenant, comment on vit réellement, sans attendre demain. Ce n'est pas une pensée morbide, malgré les apparences. C'est un outil de clarté redoutablement pratique, presque brutal dans son efficacité. Une seule minute vécue avec cette lucidité pèse, littéralement, plus lourd qu'une année entière traversée en pilotage automatique. Dostoïevski, lui, n'a jamais oublié cette place, Semionovski, ce froid, ce silence, ce peloton. Elle l'a suivi, silencieusement, tout au long de sa vie, jusque dans la toute dernière page qu'il a écrite avant de mourir, en 1881. Alors pose-toi sa question, une seule fois, sincèrement, là, maintenant, sans détour ni excuse. Si c'était vraiment ta dernière minute, à quoi en voudrais-tu encore de ne pas avoir fait ? Dis-le moi en commentaire, juste en dessous de cette vidéo.